ajouter quelque chose à ceci? Oui, je souhaiterais profiter de cette opportunité pour vous dire que je suis parfaitement d'accord avec vous. Il est vrai, il ne s'agit pas de protéger l'auteur à travers les droits d'auteur. Il s'agit de protéger leur œuvre. C'est l'œuvre qui est protégée. Et ceci, bien entendu, à travers l'auteur. Et je ne vois pas tellement comment une licence de Creative Commons peut aider l'auteur. Vous avez décrit un auteur qui écrit pour vivre. Comment peut-il écrire sans recevoir de rétribution? Bon, il existe des personnes qui travaillent et qui ont des revenus par ailleurs. Donc, ils peuvent être par exemple des journalistes, des chercheurs, ou peuvent être employés n'importe où ailleurs pour percevoir des revenus et une rétribution. Mais un auteur qui vit de son travail d'auteur, comment peut-il se passer de revenus? Et je souhaiterais d'ailleurs souligner également le besoin d'un cadre juridique dans les pays en développement. En effet, il est fondamental que les droits d'auteur fassent partie de l'économie de ces pays. Et dans un grand nombre de pays européens, nous avons déjà entamé une discussion sur ce projet. En effet, l'industrie de droits d'auteur a une plus grande place dans notre produit intérieur brut que l'agriculture et la pêche ensemble. Donc, vous voyez, il s'agit quand même d'un contexte très important, et ceci est d'autant plus important pour ce qui est du développement. Je vous remercie. Je pourrais répondre en disant que les Creative Commons sont basés sur les droits d'auteur. Donc l'intégrité de l'œuvre est protégée dans un cas comme dans l'autre. Mais pour le fait qu'on ne comprenne pas que certaines personnes puissent vouloir partager leurs œuvres sans rétribution, eh bien, je pense qu'il s'agit de comprendre maintenant pourquoi cela arrive. Parce que l'éclair, cela arrive plusieurs millions de chercheurs le font chaque jour en envoyant leurs articles gratuitement aux divers journaux afin d'être publiés, je le répète, gratuitement. Je pense que cet aspect devrait également faire partie de notre ami qui empêche l'accès. Ici, jusqu'à présent, toutes les anecdotes que nous avons entendues ne se basent pas sur les décisions de l'auteur et l'impossibilité d'accéder aux œuvres. Non, l'impossibilité d'accéder est le problème des coûts, le problème du manque de haut débit, d'accès à haut débit, par exemple, donc des limites techniques, technologiques, si vous voulez. C'est pour cela que l'accès est limité aujourd'hui. Et donc, les connaissances se bloquent sur le chemin. Seuls ceux qui développent et détiennent les technologies d'accès, et ceci s'est passé d'ailleurs jusqu'à présent, peuvent véritablement limiter l'accès. Et c'est pour cette raison que le débat porte dans un grand nombre de pays sur la responsabilité des fournisseurs, des opérateurs de services Internet et de l'exigence qu'ils ont d'être en harmonie avec les besoins des créateurs et des auteurs. Je n'ai pas encore rencontré de cas d'auteurs ou de créateurs qui ont empêché l'accès à l'éducation, à la formation, à la culture, à une communauté de personnes. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Nous avons justement un problème d'accès. Merci, monsieur. Mon nom est Smogla, je viens de Malaisie. Je viens donc d'un pays en développement. Et vous nous avez proposé différents scénarios sur comment nous devons repenser le droit d'auteur. Avons-nous pensé à des situations où il n'y a aucun concept de droit d'auteur
C'est exactement ce qui se passe dans les connaissances traditionnelles, des connaissances qui ont été créées directement pour le bien de tous, sans le moindre concept de gain individuel. Et les connaissances traditionnelles de médecine en Inde, par exemple, ou en Chine, se basent sur un concept d'absence de droit d'auteur. L'ensemble de l'humanité doit pouvoir bénéficier de ces connaissances. Donc voici la situation pour la médecine traditionnelle indienne et la médecine traditionnelle chinoise. Jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement, lorsqu'un chercheur américain a décidé qu'ils allaient soumettre au droit d'auteur les développements de la valeur thérapeutique et médicale du turmeric, qui était vraiment quelque chose de tellement 100% indien que l'Inde a dû entrer dans une bataille juridique interminable afin d'établir qu'il s'agissait d'une connaissance pour l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce que le monde en développement peut faire lorsqu'il est attaqué de ce côté-là, alors que le concept ici est le bien de tous? Merci d'avoir repris le thème de l'équilibre de l'individualisme et du bien public. Je pense que cela tient une place de choix dans notre débat. Est-ce qu'un membre du panel souhaite réagir à cette question? Nous avons une autre question. Universitaire de Dakar, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. En fait, j'ai un commentaire à faire parce que après l'intervention de Mme Bokova et toutes les interventions qu'on a eu à entendre donc, au niveau de la table ronde, j'ai la conviction profonde que la chaîne du livre, le secteur du livre constitue, aussi bien dans l'environnement numérique que dans l'environnement imprimé, ça constitue toujours une chaîne dont les maillons restent indissociables. Et je pense que quand on a parlé des droits d'auteur ce matin, ce que ça montre, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons aussi besoin d'encourager la création, de protéger les droits d'auteur et aussi d'encourager, de permettre aux éditeurs de jouer leur rôle dans la chaîne éditoriale. Je pense que un des intervenants l'a montré, l'éditeur a toujours un rôle important à jouer pour améliorer le texte des auteurs et pour faire la sélection nécessaire entre ce qui doit être lu et ce qui ne mérite même pas d'être édité. Je pense que c'est important, surtout dans l'explosion que l'on connaît aujourd'hui. Également, je pense qu'en dehors de l'éditeur, la diffusion se pose. Aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies et toute la puissance technologique dont on dispose pour diffuser l'information, la diffusion pose encore plus de problèmes à l'ère numérique parce que la valeur marchande de l'information se fait davantage sentir. Et autant on a tous les outils pour accéder à l'information, autant dans les pays du Sud, il est difficile d'accéder à cette information qui a un coût de plus en plus élevé. Et on a également abordé le problème de la formation, aussi bien la formation des usagers aux droits d'auteur, les sensibiliser aux droits d'auteur, c'est le cas de l'intervention d'Esther. Mais je parle en dehors de la formation aux droits d'auteur, il y a aussi la formation à la recherche, à l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies pour accéder à l'information pertinente. Et là, le problème des bibliothèques se pose, parce qu'au lieu d'être des institutions dépassées, les bibliothèques aujourd'hui constituent plus que jamais des lieux privilégiés, donc d'accéder à l'information, mais aussi de pouvoir se former à être autonome dans la recherche sur Internet et autres. Donc, je dis que tout ça montre que les différents maillons de la chaîne se tiennent et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons agir sur les différents maillons de la chaîne et surtout trouver l'équilibre nécessaire entre le numérique et l'imprimé. Surtout dans les pays du Sud, si nous ne voulons pas nous rater le double rendez-vous et du numérique et de l'imprimé, il nous faut être non seulement optimistes, mais surtout vigilants et pousser les décideurs à prendre des décisions énergiques plutôt, des décisions énergiques pour pousser le secteur du livre, pour favoriser la création, pour favoriser la diffusion et l'accès aux informations sur le net. Et donc, je pense plus que jamais, il est nécessaire de revenir à des politiques nationales du livre.
on n'en a pas parlé du tout, mais dans les années 70-80, l'UNESCO avait poussé le développement du secteur du livre en commençant par l'Amérique latine, avec le CERLAC, et en faisant adopter une loi sur le livre. Je pense que plus que jamais, cette loi sur le livre est d'actualité parce qu'elle permettra justement de faire l'équilibre nécessaire entre le numérique et l'imprimé. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cette intervention mérite une réponse. Je voudrais simplement souligner une chose. Vous avez parfaitement raison de souligner l'importance d'une sorte de stabilité au niveau d'une chaîne, hein, comme vous l'avez fait dans votre remarque de démarrage. Le problème avec cette chaîne, c'est qu'elle représente une chaîne de fonctions qui ne sont pas toujours incorporées par les mêmes types d'acteurs. Par exemple, actuellement, on voit justement les bibliothèques envahir le domaine de la publication, ce qui n'était pas le cas jusqu'à très récemment. Donc on va voir cette chaîne se maintenir, bien évidemment, et évidemment, on va avoir des changements d'acteurs. Et c'est là que le débat se met en place. Votre politique nationale du livre m'inquiète personnellement, parce que justement, on est dans le monde numérique, et la dissémination des documents se fait maintenant sur une base qui est complètement mondialisée, à l'exception près de la bande passante, et évidemment des canaux restreints. Mais grosso modo, les documents vont partout. Ils vont peut-être aller partout lentement, mais ils vont partout. Donc c'est aussi un problème. Vous étiez, je crois, le suivant. Oui, j'ai Françoise Benamou, professeure d'université. J'ai juste une question à propos de la durée du droit d'auteur. En effet, il me semble que toutes vos interventions montraient qu'il y avait une tension entre la volonté de diffuser les œuvres d'un côté et d'autre part la volonté de protéger les auteurs ou leurs ayants droit. La résolution, le mode de résolution de cette tension, ou un des modes, c'est le caractère temporaire du droit d'auteur. Est-ce que 70 années après la mort de l'auteur, ce qui veut dire souvent un siècle et plus, ça n'est pas l'éternité à l'heure d'Internet ? I've lost this thing in our little discussions. J'ai perdu un moment ce que vous avez dit dans ce que le panel veut réagir. La dernière question, la durée du copyright, 70 ans après la mort de l'auteur. Je crois que ça relie la culture pour des périodes de temps beaucoup plus longues. Parfois, c'est le problème que nous avons parfois. Nous ne trouvons pas l'auteur, nous ne savons pas qui est l'auteur pour une certaine œuvre. Mais malgré ça, nous devons être capables, nous devons pouvoir partager cette œuvre. Vous vous imaginez le temps sur des informations médicales qui ont des centaines d'années, qui appartiennent à tous. Nous devons tous pouvoir avoir accès à ces œuvres. Donc, le copyright, à nouveau, ça partage la créativité, ça partage la culture. Et le problème, c'est les différents auteurs et leur demander quel est l'argent que tu as fait. J'ai écrit des livres, c'est lié par du copyright dans le monde entier. Ça ne circule pas beaucoup parce que justement, c'est lié au copyright et je n'y fais pas beaucoup d'argent. Ça n'a pas été beaucoup rémunéré. J'aurais peut-être dû le distribuer gratuitement. Alors, je me demande vraiment combien d'auteurs arrivent à le faire. C'est vraiment une question d'équilibre entre la culture et le bienfait, le bienfait général, le bien commun. Nous profitons tous de cela.